L'été est souvent synonyme de retrouvailles familiales, de détente et parfois, pas tout le temps, de générosité spontanée. On offre un bijou pour un anniversaire, un chèque à un de ses petits-enfants pour son bac, notamment s'il a une mention, une montre à un neveu qui est passionné d'horlogerie, ou on cède une cave à vin précieuse à un cousin amateur, bref, des gestes qui sont bien intentionnés, bien sûr, qui sont fréquents ou pas, mais toujours pas anodins d'un point de vue fiscal, et c'est l'objet de la vidéo aujourd'hui, parce qu'en matière de transmission, la frontière entre cette générosité informelle et la libéralité taxable, elle est mince, et dès lors qu'un bien ou une somme d'argent quitte le patrimoine sans contrepartie, le fisc, l'administration fiscale, est susceptible d'y voir, eh ben oui, le mot est sorti, une donation. Bonjour Maître Jérôme Barret. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. On va commencer par les cadeaux du quotidien. Jusqu'où on peut aller quand on est généreux, sans risque fiscal en contrepartie? Jusqu'où ne pas aller trop loin. Alors le présent d'usage, c'est un cadre qui est fiscalement toléré, hein, c'est pas un hasard fiscal. C'est un cadeau qui est offert à l'occasion d'un événement particulier, un anniversaire, une fête familiale, une fête religieuse, un diplôme, une fête de fin d'année. Il doit être proportionné évidemment, à la situation financière du donateur, c'est-à-dire que ça n'est pas celui qui reçoit dont on va regarder le patrimoine, c'est celui qui donne. Évidemment. Donc il n'y a pas de seuil chiffré dans les textes, mais on considère que c'est la jurisprudence qui nous donne environ 2% du patrimoine ou 2,5% des revenus annuels. C'est à la fois une question de patrimoine ou de revenus annuels. Et là, ça passe. Et là, ça passe. C'est une appréciation qui est faite au cas par cas. Et donc l'administration, elle peut considérer que 1 000 € peut être admis comme un présent d'usage dans une famille et pas forcément dans l'autre. Bon, qu'est-ce qu'on garde en tête avant d'offrir un cadeau à un de ses proches, à un chouchou? Alors, bien que les présents, j'aimerais bien être votre chouchou, David, bien que les présents d'usage soient tolérés, les abus ou tirer trop sur l'élastique, comme toujours, ça peut entraîner une requalification. Donc, si l'administration estime qu'il y a un contournement de la règle, elle va considérer que cette fois-ci, que c'est un don pur et simple. Donc, ce qui peut être utile, c'est qu'à chaque fois qu'on fait un don, dans le libellé du virement, si c'est un virement de somme d'argent, ou dans l'envoi du cadeau, c'est toujours bien de mettre un petit mot d'affection pour tes 18 ans, pour ton cadeau de mariage, tous mes vœux de bonheur, etc. Ça va jouer un rôle protecteur. Et ça, c'est bien aussi de le faire de façon manuscrite, c'est mieux que de le faire de façon... Et donc ça doit être idéalement libellé d'une façon cadeau. Cadeau pour ça, etc. Et j'espère que ce cadeau, etc. etc. Donc ça permet d'attester de l'intention de celui qui donne. Ça laisse une trace. Voilà, et de l'événement à l'origine du don, parce que c'est là aussi bien de le fixer, et d'éviter les contestations à la succession, parce que ça c'est un autre sujet. Parce que si on fait des dons trop importants, ou si on fait des dons mal proportionnés, ou des dons qui sont erratiques, si je puis dire, on risque de créer des tensions entre les héritiers. Donc surtout si vous avez un enfant qui est gratifié beaucoup plus que les autres, ou qui a le bien qu'on attendait tous, donc il est conseillé d'être équitable, et de communiquer, de garder la trace de ce qui a été donné. Bon, est-ce qu'il faut craindre qu'un cadeau un jour réapparaisse malheureusement au moment de la succession? Si c'est un vrai cadeau, si je puis dire, si c'est un présent d'usage, oui. Le présent d'usage n'est ni rapportable, ni réductible. Il ne sera pas pris en compte pour calculer la réserve héréditaire sur le plan civil, donc la répartition des droits de chacun dans le cadre de la succession, et il ne remet pas en cause l'égalité entre les héritiers. Mais en cas de dépassement ou d'absence de justification, et quand il revient, c'est généralement parce qu'il y a une contestation. Je me souviens que tu avais eu le service en argent de 450 000 pièces, qui vaut beaucoup d'argent. Donc le cadeau peut être qualifié en don manuel. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il va être rapporté à la succession, tant sur le plan civil que sur le plan fiscal. Et à ce moment-là, les tensions ressurgissent et les impôts derrière. Et quand on dépasse les seuils tolérés dont on a parlé, il se passe quoi concrètement? Alors c'est la question du don manuel. Le don manuel, c'est un outil intéressant, si je puis dire. C'est la transmission sans formalité d'un bien mobilier. C'est une somme d'argent, un chèque, un virement, un bijou, une montre, une œuvre d'art, qui s'opère par transmission de la main à la main, par simple tradition. Il n'y a pas de notaire, il n'y a pas d'acte, mais il est soumis aux règles fiscales de droit commun. Donc quels sont les biens concernés? Je lui ai expliqué. De l'argent, donc un chèque, un virement, des objets de valeur, des parts sociales, éventuellement, ou des titres, qui sont transmis sans acte. Alors on préférera les titres ou les actions que les parts sociales. Pour les parts sociales, en principe, on passe devant le notaire. Les titres de SARL ou les titres de SCI passent devant le notaire. Et là, il y a abattement. Et là, on a les abattements, et ça rejoint le régime global des abattements, c'est-à-dire que tous les 15 ans, on a droit à 100 000 €, plus éventuellement le droit, vous savez, de... Par parent. Par parent et par enfant. Oui. Plus les 31 865 que j'appelle la Sarkozette. Ouais. Voilà, si on a moins de 80 ans, qu'on peut attribuer entre parents et petits-enfants, ou qu'on peut même aussi attribuer entre parents et enfants. Au-delà, les droits de donation sont dus, et selon le barème applicable, selon le lien de parenté. Ça peut faire beaucoup. Pourquoi c'est important, Jérôme, de déclarer un don manuel? Alors, parce que vous avez un équilibre qui se crée dans le temps entre fractions de 15 ans,
à l'intérieur desquels vous pouvez faire des dons sans fiscalité. Donc c'est bien de le déclarer là, plutôt que de le déclarer un jour. Il faut essayer de piloter la façon dont vos dons manuels... En fait, le don manuel, il est taxé à la révélation. Donc c'est le moment où vous allez le piloter. Le deuxième sujet, c'est que la révélation, elle peut être défavorable. Parce que le don manuel à la révélation, il est taxé soit à la valeur du don, soit à la valeur réelle du bien au moment où il est révélé, et l'administration prendra le plus cher des deux. Donc si on vous a donné 1 kilo de plumes qui valait 2 euros, mais qui vaut 18 millions d'euros plus tard, au moment où vous allez le révéler, vous allez être sur la base de 18 millions. Ou au contraire, si on vous a donné 1 kilo de plumes qui valait 18 millions, mais qui vaut 2000 euros plus tard, on prendra les 18 millions. Donc il peut y avoir des écarts de valeur, et c'est pas toujours agréable de se faire ramasser pour le sujet. Le dernier point, donc sur un portefeuille, c'est la même chose, votre portefeuille augmente. Dans tous les cas, le don manuel, il est imprescriptible. Imprescriptible, ça veut dire que dans tous les cas, vous devrez le révéler à la déclaration au moment de la succession. Et là encore, il faut le piloter parce qu'on risque d'avoir de mauvaises surprises, puisqu'on va augmenter mécaniquement la taxation à la fin, et on n'a pas, par exemple, de mécanisme d'usufruit de nue propriété. On ne peut pas piloter ça. Dans le don manuel, on peut aussi procéder à des démembrements. Donc, il est important de voir comment on le fait et comment on le pilote, le don manuel. Bon, et comment on déclare ces dons d'ailleurs? Un formulaire. Le formulaire, il est déclaré par celui qui reçoit. C'est lui qui le fait. Donc c'est un formulaire qui est le 2735, il le déclare à la recette de ses impôts, mais depuis peu on peut le déclarer en ligne. Et cette déclaration n'implique pas nécessairement le paiement de droits. Si on est dans les 100 000 euros dans la période de 15 ans, on n'a pas de droit à payer. Bon, il y a d'autres dispositifs qui permettent de transmettre à ses proches. On a parlé du dispositif Sarkozy. Voilà, c'est ça, le dispositif Sarkozy, c'est-à-dire avoir moins de 80 ans, et le bénéficiaire doit être majeur ou émancipé, et ce don doit intervenir et doit uniquement porter sur du numéraire. Hein, il doit être déclaré dans le mois. En principe, d'ailleurs, le don manuel, d'une façon générale, doit être déclaré dans le mois. Et sinon, il y a les abattements cumulables que l'on connaît, communs, c'est-à-dire les 100 000, plus, donc ça veut dire que si on rajoute les 100 000, plus la Sarkozette, on est à 131 865 par enfant et par parent tous les 15 ans, sans payer de droits, et si on n'a pas 80 ans. Si les montants qui sont donnés sont des petits montants, l'administration a vraiment les moyens de surveiller tous ces petits transferts, honnêtement? Elle ne les avait pas. Personne à la fraude, c'est pas le sujet, mais c'est juste pour la connaissance du sujet, je vous comprends. L'administration met en place un ensemble de choses et une batterie d'éléments pour le vérifier, et ça, c'est quelque chose qui va intervenir de plus en plus souvent. Oui, effectivement, elle va essayer de voir les corrélations et elle va essayer de comprendre. Allez, merci beaucoup, Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci, David. Thank you.